merci d'accorder cette interview à Osez-vous. Et pour toutes les personnes qui vont écouter cet entretien, je vous annonce que France Gauthier sera en Belgique du 15 au 17 avril. Pour plus d'informations, je vous prie d'envoyer un mail à l'adresse suivante: contact@osez-vous.net. Vous allez voir apparaître l'adresse ci-dessous dans un instant. Alors France, euh, la première question que j'ai envie de poser au vu de ce que j'ai pu lire, que ce soit les bouquins ou ta page, etc., ton site, qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui est ton moteur et te pousse à faire ce que tu fais? Écoute, c'est au départ, ça a été une question de conscience, c'est-à-dire que je pense que j'ai vécu 38 ans ou 39 ans de ma vie dans l'inconscience crasse. Je dis crasse parce que non seulement je ne savais pas, mais je ne voulais pas savoir. Je voulais pas savoir parce que c'était pas bon pour mon image, parce que j'étais une journaliste d'enquête télé et que à cette époque-là, c'était vraiment pas bon pour mon image de penser qu'il pouvait y avoir autre chose que ce qu'on voit avec nos yeux physiques et Mhm. autre chose que ce qu'on sait avec la science. Et à l'âge de 39 ans, je travaillais aussi comme journaliste, mais après avoir eu mes enfants, j'ai commencé à travailler comme pigiste et pour travailler aussi pour différents médias et différents animateurs. Et il y a une animatrice ici au Québec à cette époque-là qui s'appelle Claire Lamarche, qui avait une émission à 4 heures, une quotidienne, équivalent à ce que Oprah fait aux États-Unis, c'est-à-dire un talk show d'une heure tous les jours où est-ce que on dépasse des tabous puis on parle de toutes sortes de sujets pour un peu ouvrir les horizons des Québécois. Et à ce moment-là, elle m'avait demandé d'aller voir une médium qui disait qu'elle parlait avec les morts. Ah Et oui. moi, dans Mhm. toute mon ignorance crasse, hein, Les j'avais morts. jamais entendu parler de ça. Je savais même pas que ça existait. Pour constater par la suite que j'étais probablement une des seules filles au monde qui avait jamais consulté un médium. Hein? Parce que là, ça devait être mon côté gars, mon côté homme, parce que j'avais jamais consulté de médium. J'avais déjà consulté un clairvoyant ici et là pour des raisons. À un moment donné, un trip de filles, des amis à moi avaient dit bon, on va aller voir telle personne en gang, puis j'avais embarqué, j'avais suivi pour rire, mais que j'avais aucune espèce d'attente et surtout, j'accordais aucune crédibilité à ces gens-là. Et même que pour moi, oui, il y avait des 10 heures de bonne aventure, il y avait des clairvoyants, mais il y avait surtout des charlatans dans ma tête. Voilà. Oui. Il y avait personne qui pouvait faire ça sérieusement. Et pourtant, il devait y avoir quelque chose en moi qui savait au-dessus de tout ça qu'on a une intuition, qu'on a de l'inspiration, qu'on a des sensations, qu'on a des perceptions subtiles, parce que j'ai accepté le mandat de Claire Lamarche d'aller rencontrer cette femme-là. Elle me disait, toi, t'es une journaliste d'enquête, tu vas le savoir si c'est un charlatan, alors va la rencontrer, puis si ça vaut la peine, on va faire une émission d'une heure avec elle. Et c'est là que j'ai eu mon choc et mon coup de masse, comme je dis tout le temps. Moi, j'ai pas eu un éveil spirituel, j'ai eu un réveil brutal. Parce que ça a été comme, bon, OK, comment est-ce qu'elle peut savoir ça? Cette dame-là faisait de l'écriture automatique. J'ai eu un contact avec mon père qui est décédé quand j'avais 14 ans, qui s'était suicidé. Il y a un paquet d'informations qu'elle m'a données que c'était impossible qu'elle sache parce qu'ici au Québec, il faut savoir que quand tu es journaliste, ta vie publique n'est pas étalée dans les journaux ou dans le Mhm. Paris Match. Pour vous autres, ben, l'équivalent de ça, pour nous, ce serait, ben, je sais pas moi, le lundi ou ben la semaine, ou en tout cas un magazine Mhm. de ce type-là, le séjour. Bref, personne connaissait ma vie privée et il y a même des révélations qu'elle m'a faites qu'elle ne pouvait pas, elle pouvait absolument pas savoir parce que même moi je le savais pas. Et il a D'accord. fallu que j'aille confirmer avec ma mère. Ce qui fait que ça a ouvert une porte et là je me suis dit attends là, si ça c'est possible, tout est possible et comment ça fonctionne. Fait que je suis partie dans cette grande quête-là en me posant des questions de la même façon que je l'aurais fait comme journaliste d'enquête. Mhm. J'ai voulu rencontrer des gens, poser des questions, faire des expériences pour moi-même pour voir si ce qu'on me raconte peut avoir aussi une résonance quand moi j'en fais l'expérience. Et ça m'a amené dans une grande, grande recherche de vérité qui dure depuis 2002. On est en 2016, 14 ans. Mhm. Hein? 14 ans, où est-ce que j'ai posé des questions, j'ai rencontré des centaines de personnes, j'ai interviewé des médiums, mais aussi des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente. J'ai interviewé des scientifiques qui s'intéressent à tous ces phénomènes-là
en fait, de contact avec autre chose qui serait d'autres formes de conscience ou d'autres dimensions, appelons ça comme on veut. Ça demeure que c'est quelque chose qui est de l'autre côté du voile, c'est dans l'invisible, on sait pas trop c'est quoi. Et pourtant, ça existe puisqu'il y a de plus en plus de témoignages, de plus en plus de gens qui vont témoigner du fait qu'ils ont des contacts avec une autre forme de conscience. Fait que quand je te dis que c'est quoi ma motivation, c'est la conscience. C'est l'éveil de conscience, c'est les états altérés de conscience, c'est l'élévation de la conscience, parce que quand tu as une ouverture ou une élévation de conscience, tout à coup, le champ de tous les possibles s'ouvre à toi. Et moi, dans ces recherches-là, j'ai commencé d'abord par poser des questions, comme je te disais, comme une journaliste d'enquête, et pour découvrir un monde que je ne soupçonnais même pas, et pourtant, à chaque fois que j'allais là, ça résonnait, puis ça me disait, ben oui, ça fait du sens. C'est quelque chose que c'est comme si je découvrais que je le savais déjà, mais que j'avais mis un couvercle sur mon chaudron parce que c'était pas bon de mon image. Tu comprends? Oui. Je l'avais caché, je l'avais occulté parce que c'était pas bon pour moi. Et tout à coup, bon, bien sûr que quand j'ai fait ça, puis après ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle On ne meurt pas, qui explique dans le fond l'histoire que j'ai vécue avec mon père, les lettres que j'ai reçues de cette médium-là, puis comprendre que la conscience survit au corps physique. Hein. D'abord, la survie de la conscience, c'était la première chose qui m'a intéressée. Et que ça a été reçu ici par le public québécois de façon étonnante. Hein. J'ai dû vendre 50 000 copies à peu près de ce livre-là et ça a ouvert un paquet de portes et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu poursuivre ma quête parce que par la suite, oui, j'ai posé des questions pour comprendre la survie de la conscience puis à un moment donné, ça a été check, ça c'est réglé. Pour moi, la conscience survit au corps physique. Puis c'est même plus une question de croyance ou une question de foi aveugle, je l'ai vécu dans mon corps. Je suis allée faire un paquet d'expériences avec des gens qui font toutes sortes d'affaires, dont de l'hypnose, pour vivre, entre autres, des expériences de régression dans une autre ligne de temps que je ne peux expliquer, mais qui ne peut pas être le fruit de mon imagination, parce que je l'ai ressenti dans mon corps, ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrêtes de te poser la question, est-ce qu'on survit ou pas au corps physique? Pour moi, la réponse, c'est oui. Puis après ça, j'ai rencontré suffisamment de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, suffisamment de scientifiques qui s'intéressent à ça, mais dont on parle pas nécessairement. Puis après ça est arrivé Eben Alexander, puis un paquet d'autres scientifiques qui sont venus confirmer tout ça. Et ça, pour moi, c'est comme classé, réglé. La conscience, ça survit au corps physique. Check. Après ça, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est bien beau là, de savoir qu'il y a une vie après la mort. Comment ça peut m'aider dans ma vie? Oui. Hein? Parce que encore faut-il la vivre, cette vie-là, avant de mourir. Fait que je me suis dit, OK, qu'est-ce que moi, je peux aller chercher pour aider mon prochain à mieux vivre cette vie-ci, puis justement, accélérer l'évolution pour que justement, on arrête de faire le tour du cycle de la souffrance, OK? Parce que dans le fond, la souffrance, pour moi, c'est relié à la résistance. On résiste à notre propre pouvoir, on résiste à notre propre grandeur, parce qu'on a acheté un paquet de croyances, un paquet de conditionnements, un paquet de niaiseries finalement, sans jamais se poser la question, est-ce que ça fait du sens ou pas pour nous? On est rentré dans des moules pour rentrer dans une société, pour plaire à ceci, faire plaisir à l'autre, être reconnu de l'extérieur, alors qu'on n'a jamais pris le temps d'aller se reconnaître à l'intérieur. Ce qui fait que cette question de conscience-là s'est élargie beaucoup. Et là, j'ai réalisé qu'on est beaucoup plus que ce qu'on voit. L'enveloppe physique n'est qu'une petite partie de l'être humain et que notre potentiel est si grand et si peu développé que j'ai voulu aller le comprendre, le vivre et l'enseigner. Fait que tout ça part d'une motivation d'élargir et d'élever ma conscience pour être un meilleur être humain et être en service et permettre aux autres êtres humains autour de moi de retrouver et de comprendre à quel point ils sont de grands alchimistes, de grands créateurs, qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils pensent, puis qu'on n'est pas des victimes dans la vie. On crée notre réalité. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ça te passionne et tu partages ça avec amour et conviction. Absolument, c'est vraiment une passion, ça paraît, hein? Oui, ça se sent et ça se voit. Mais c'est tellement passionnant, là, sincèrement, quand j'étais journaliste, là, je me disais, bon,
je couvre Montréal, je couvre les affaires publiques du Québec. Éventuellement, j'avais même l'intention d'aller faire une maîtrise à Lille, en France, pour faire du journalisme international. Et je savais que de toute façon, peu importe ce que je ferais, je serais toujours limitée. Je sais pas pourquoi, j'avais cette sensation-là à l'intérieur de moi qu'il y avait une limite à ce que je pouvais faire. Et quand j'ai découvert ce que je fais présentement, parler de conscience, là, j'ai vu l'aspect illimité de l'être humain. Et c'est pour ça que c'est si passionnant pour moi. C'est parce que c'est sans limite. Je pourrais jamais me lasser de ça, c'est sans limite. Mhm. Et donc, est-ce que c'est ça qui t'a poussé à oser te lancer dans cette vie-là? Parce que finalement, ce qui freine encore beaucoup de gens aujourd'hui, c'est comme tu dis, oui, mais comment est-ce que ça va être perçu? Comment Ben, est-ce que je vais être vue, regardée? Est-ce que je vais encore être aimée, être encore acceptée par les gens que je connais au-delà, sans parler des autres personnes autour? Et donc, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, stop, j'arrête de réfléchir, je fonce, oui, et absolument. puis Puis advienne ça que s'est pourra? passé à la publication de mon premier livre. Quand j'ai appris, parce que j'ai écrit mon premier livre au complet avant de l'envoyer à des éditeurs. Et quand ça a été terminé, je l'ai déposé chez 2 éditeurs ici au Québec en n'ayant aucune attente parce que je me disais, bon, si c'est publié, tant mieux. Si ça ne l'est pas, moi, j'avais besoin de l'écrire et c'est tout. Mhm. Je suis partie un week-end et quand je suis revenue, les 2 éditeurs avaient laissé un message pour me dire qu'ils voulaient publier tous les 2. Ce qui arrive rarement quand même en T'as fait édition. quoi? D'habitude, ça prend au moins un an avant d'avoir une réponse, puis de se faire dire non merci, surtout, plus souvent qu'autrement. Alors là, je suis tombée dans un état d'euphorie en me disant « Ah, mon Dieu, je vais être publiée, c'est donc bien extraordinaire! » Et là, ça a duré une semaine, puis au bout d'une semaine, je suis tombée en dépression profonde de me dire « Oh mon Dieu, je vais être publiée! Mais c'est effrayant, je vais me faire crucifier sur la place publique! » Voilà, oui. Et alors? Et ça a duré une autre semaine. Et Oui. après cette semaine-là, je me suis dit, bon, quel est l'élan profond à l'intérieur de moi? L'élan profond est beaucoup plus grand de publier que de ne pas publier. Alors, je l'ai fait et je te dirais que ça prend beaucoup de courage. Puis je me félicite de ce courage-là parce que ça a quand même été très bien accueilli. Oui, il y a des journalistes dans ma communauté de journalistes qui ont pensé que j'étais folle, hein, ici au Québec, on dit virer sur le top. Virer Alors, sur le virer sur top. le top, ça veut D'accord. dire que j'ai reviré complètement dans ma tête puis que j'ai eu un accès de folie peut-être. Mais très peu, en fait. Il y en a seulement quelques-uns. Et la majorité m'ont accueilli avec beaucoup, beaucoup d'ouverture, beaucoup plus que ce que je croyais. Puis au début, on m'invitait dans les tribunes radio ou à la télé. Puis à chaque fois, on m'amenait aussi dans un débat avec le président des Sceptiques du Québec. Et rapidement, ça a passé parce qu'à chaque fois que le président des Sceptiques du Québec se retrouvait avec moi sur une tribune de radio ou de télé, les gens appelaient hein, et c'est lui finalement qui passait pour quelqu'un de borné parce que tous les gens appelaient pour dire qu'ils avaient vécu des expériences semblables à ce que je racontais. Et ça a permis comme ça une ouverture extraordinaire ici au Québec où est-ce que ceux qui vivaient quelque chose dont ils ne pouvaient parler parce que ils passaient pour un fou, ben ça leur a permis d'en parler. Et Voilà. ça allait, par exemple, à un moment donné, j'ai eu une série documentaire qui s'appelle Si c'était vrai, qui a été diffusée ici sur une chaîne spécialisée Canal Vie. C'était une série documentaire avec des gens qui ont toutes sortes de formes de médiumnité. Et quand je dis médiumnité, je dirais dans le fond, une faculté à entrer en contact avec l'invisible ou à ressentir quelque chose. Parce que là-dedans, il y avait des guérisseurs, il y avait des clairvoyants, il y avait des gens qui recevaient des messages de toutes sortes de formes de conscience, peu importe. Et un des plus beaux compliments que j'ai reçus, c'est un homme qui travaillait dans une usine et qui m'a écrit pour me dire, moi, ça fait des années que je fais ça, que je ressens ça, que je vois ça, mais j'ai jamais pu en parler à personne. Et je suis arrivée au travail un matin et tous mes collègues parlaient de l'émission de la veille qu'ils avaient vue de toi et j'ai pu leur dire qui j'étais vraiment et ça m'a beaucoup libérée. Alors, ça a permis, cette émission-là, qui a quand même été diffusée au niveau national, de comprendre que, t'es pas tout seul quand t'es comme ça. Et ça a aussi permis à d'autres de s'ouvrir et de développer une certaine faculté qu'ils auraient peut-être pas osé faire avant parce que c'était pas bien vu, tu comprends? Mhm. Pour en arriver à la conclusion qu'on est tous et toutes des antennes branchées sur la connaissance, hein, à différents niveaux, avec différentes qualités, parce qu'il y en a qui sont plus clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir en images à travers ce qu'on appelle le troisième œil. Il y en a qui vont recevoir plus à travers de l'oreille interne, ils vont recevoir à travers un dialogue interne. Il y en a d'autres qui vont les recevoir des clairsentients par des sensations dans leur corps qui vont se manifester ou se traduire
évidemment en mots dans leur discours interne aussi. Moi, je te dirais que je suis une classe entière pure et que je reçois aussi des images en méditation. Mais ça, je l'ai développé. Quand j'étais journaliste, là, j'étais la fille la plus intuitive que je connaisse. Puis je me disais, je sais pas trop comment ça marche, mais j'ai une bonne étoile. Puis à chaque fois, j'ai l'intuition que c'est le moment de partir. Puis moi, je courais après des bandits dans une émission d'affaires publiques. Ben, je trouvais tout le temps mes bandits la main dans le sac. Les caméramans n'en revenaient pas. Mon animateur principal disait, ben voyons donc, t'es donc bien chanceuse. Non, c'est pas de la chance. Ça, c'est comme une sensation dans mon corps que c'est le temps d'y aller. Mais ça, c'est quoi ça? Comment t'expliques ça? S'il n'y a pas un scientifique qui est capable de l'expliquer puis que ça existe, ben peut-être que c'est parce que la science est limitée encore, puis qu'on va l'expliquer plus tard. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ouais. Alors c'est ça, moi, que je suis allée comprendre, puis je suis allée chercher. Et ça a été une grande révélation pour moi, une grande révélation de voir, ben écoute, c'est bien plus grand qu'on pense, la vie. Elle est magique. Et là, c'est entend mon chien en arrière qui jappe parce que j'habite, moi, ici au Québec sur une ferme. En fait, j'ai une ferme, une écurie. Oui. Puis là, il doit y avoir, je sais pas trop, là, un animal ou quelqu'un qui passe, là. D'accord. J'ai reçu une question d'Isabelle, elle se reconnaîtra, qui demande comment, au quotidien, peut-on s'aligner sur notre vibration de maître? Tu parlais d'alchimiste tout à l'heure, alchimiste, maître. Donc comment est-ce que, avec tout ce qui se passe autour de soi, au quotidien, est-ce qu'on peut s'aligner sur cette vibration-là? Du maître à l'intérieur de nous? Oui. Ben, écoute, ça commence vraiment par un parcours de sensations, tant qu'à moi. On ne peut pas rencontrer le maître à l'intérieur de nous si on ne prend pas du temps pour se déposer tous les jours. Et ça, c'est pas une religion, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment une discipline très joyeuse qu'on peut s'accorder dans la vie simplement pour arrêter nos pensées, ou en tout cas les mettre sur pause pendant un certain temps, là, pendant, mettons, 15-20 minutes par jour, pour permettre une circulation à l'intérieur de nous, de cette énergie-là qui nous habite, qu'on prend jamais le temps d'écouter ou de ressentir parce qu'on est constamment dans nos pensées, constamment avec le hamster qui roule dans sa roue à 800 000 à l'heure. Ici au Québec, on dirait, ben, on pourrait mettre ça en kilomètres, là, c'est encore pas mal plus long, pas mal plus rapide. C'est plus de 1000 kilomètres à l'heure. Bref, le mien, il était toujours en action, ce qui fait que je ne pouvais que répéter dans ma vie les mêmes patterns, les mêmes erreurs, si on veut appeler ça des erreurs. C'est pas des erreurs, mais les expériences, les mêmes expériences que ce qui se passait dans ma tête. C'est quand j'ai appris à me déposer, que j'ai décidé un matin que j'allais me déposer au moins 20 minutes, une demi-heure tous les jours pour méditer ou pour contempler, parce que ça fait exactement le même travail, que là, j'ai commencé à avoir accès à mes sensations. Et dans les sensations, tous les messages du maître à l'intérieur de nous, là, sont perceptibles. C'est-à-dire qu'on peut recevoir les messages du maître en nous dans le silence de notre temple intérieur. Je ne suis pas une grande méditante et je le serai peut-être jamais. Mais comme dirait un des maîtres hindous qui a enseigné à plein de gens aux États-Unis puis ici, que tu te baignes dans de l'eau profonde ou dans de l'eau très peu profonde, tu te mouilles pareil. Alors, l'important, c'est d'arrêter, de se déposer dans une intention de laisser circuler. Et quand j'ai commencé à avoir accès à ces sensations-là à l'intérieur de moi, c'est là que j'ai commencé à toucher à cette maîtrise. Mais il fallait aussi que je laisse aller les conditionnements, que je laisse aller le jugement, que je laisse aller la critique. Et ça, c'était pas évident pour la journaliste en moi. Que je laisse aller aussi la comparaison et la compétition, ce qui est le moteur de nos sociétés modernes. Hein? On se compare, on est en compétition, on est dans la performance. Fait que pour avoir accès à notre maître intérieur, il faut simplement revenir à l'enfant de 8 ans qui est dans le jeu, dans la joie, qui ne se compare pas, qui ne juge pas, qui s'amuse et qui est totalement ouvert à tout ce qu'il y a autour de lui dans l'émerveillement. C'est ça le maître. C'est aussi simple que ça et c'est aussi difficile que ça aussi à contacter parce que on l'a oublié. On l'a complètement oublié.
Et je te dirais que c'est plus difficile de changer des mauvaises habitudes que de partir à zéro pour en créer des nouvelles. Fait que le défi de tous les Occidentaux, c'est de commencer par faire table rase sur toutes les mauvaises habitudes de conditionnement, de performance, de compétition, de critique, de jugement, de comparaison. Et je pense que les Européens, je suis désolée de vous l'apprendre, vous êtes encore pire que nous Mais sur la critique et le jugement. j'allais y venir. Je ne sais pas si c'est pire dans la critique et le jugement, mais de mon point de vue, parfois le sentiment, l'impression qu'on est beaucoup plus sceptique, beaucoup plus critique par Oui, très rapport critique, à très tous critique. ces phénomènes-là. Je vais appeler ça Mais je entre parle même guillemets pas de phénomènes. phénomène. Je Mais parle même pas des phénomènes, là, je parle de critique par rapport à la vie en général, par rapport à la société dans laquelle on vit. J'ai beaucoup d'amis français, puis de façon très naturelle et très culturelle, ils sont tous pamphlétaires. C'est-à-dire qu'ils s'emballent ils ont un rapidement, avis vont sur prendre tout. des positions très drastiques. C'est très difficile de te transformer ce qu'il y a là parce que c'est très arrêté comme position. Fait que la première étape, c'est de faire table rase là-dessus parce que ça fait partie de nos croyances et de nos conditionnements, tout ça. Et c'est pour ça que c'est si difficile de se transformer présentement parce qu'il faut d'abord déconstruire des vieilles habitudes pour mieux en créer des nouvelles. Hein? Mhm. Fait que c'est ça qui est le grand défi des Occidentaux en général. Puis je fais des blagues quand je dis que c'est encore plus intense pour les Européens, mais je te dirais que c'est culturel. Dans votre culture, on vous montre vraiment à avoir un esprit critique Oui, et ça a été très valorisé, alors qu'aujourd'hui, c'est en train de nous blesser. Ça nous fait mal. On se blesse avec cette critique et ce jugement constant. Et c'est pour ça que il faut réformer ça, il faut transformer ça, en fait. d'accord. Merci. Finalement, alors, est-ce que spiritualité et humour peuvent être conjugués ensemble? Est-ce que Hey, moi, j'arrête pas de dire que Dieu est un humoriste. Alors, je pense que oui. oui, c'est tout à fait possible. Dieu est un humoriste et la vie a beaucoup le sens de l'humour parce qu'à chaque fois que je pense que je suis arrivée quelque part ou que je l'ai déjoué, c'est toujours elle qui a raison de moi. Fait D'accord. que oui, la vie a le sens de l'humour et les grands maîtres sur cette planète sont des gens rieurs, joyeux et profondément heureux. Et qu'est-ce qui est le secret de ce bonheur-là? C'est vraiment de revenir au cœur d'enfant de 8 ans. Puis je dis 8 ans parce que ça prend à peu près 7 ans à un enfant à reconnaître ou rentrer dans son individualité, hein, reconnaître complètement qu'il est séparé de sa mère, de ses parents, puis qu'il y a une individualité à lui. Mais il n'est pas encore dans l'adolescence où est-ce que les conditionnements embarquent. Ce qui fait que 8 ans, c'est un bel âge parce qu'on est encore pur, mais tout à fait conscient d'être un individu différent des autres. Mhm. Alors, l'enfant de 8 ans est encore dans la pureté et c'est là que se loge le maître en nous, ce qui fait que et il joue, l'enfant de 8 ans. Il s'amuse, l'enfant de 8 ans. Il a du plaisir. Il s'émerveille devant la beauté, l'enfant de 8 ans. Et c'est là qu'il est le maître à l'intérieur de chacun de nous. Mhm. Et finalement, avec tout ce que tu as découvert, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis encore, est-ce que tu estimes que à un moment donné, tu vas arriver à destination et que tu n'auras Jamais. plus... Voilà. Jamais. Et je me suis fait prendre plusieurs fois pour en arriver à te dire jamais. Parce que plusieurs fois dans ma vie, je me suis dit, ah! Et là, je me pétais les bretelles, comme on dit ici au Québec. Je sais pas si vous dites ça ici en France ou en Belgique. Mais je me félicitais, tu comprends, d'être arrivé quelque part. Je pensais que j'étais arrivé quelque part. Et chaque fois, et c'est là que je te dis que la vie a le sens de l'humour, chaque fois, pouf, je recevais une baffe en plein visage. Je disais, non, 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 t'es pas rendu. On n'est jamais rendu. Par contre, et quel serait d'ailleurs de toute façon l'intérêt d'être rendu? Si t'es rendu, tu peux mourir, hein, on s'entend? T'es rendu, il y a plus aucun plaisir à être ici, là. Parce que le plaisir vient de l'apprentissage, le plaisir vient du fait qu'on évolue sans arrêt, le plaisir vient du fait qu'on est toujours en train d'expérimenter la nouveauté de la vie. Alors en fait, pour moi, l'évolution constante jusqu'à mon dernier souffle sur ce plan-ci, c'est une grande vérité et je l'ai accepté dans ma vie. Par contre, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est quand tu mets le pied dans l'engrenage de ce chemin de conscience-là,
c'est un no way back. On peut pas retourner en arrière. Puis on n'en a pas envie, même si c'est un chemin qui est très exigeant, celui de la conscience. On n'en a pas envie parce qu'à chaque palier qu'on atteint, on découvre quelque chose de plus en plus profond dans la joie, de plus en plus profond dans, c'est pas, je te dirais pas l'extase, mais il y a quelque chose de, oui, de plus en plus extatique dans la poursuite de cette expansion de conscience-là, parce que plus on avance, plus on touche à des dimensions qui nous amènent vraiment dans des moments de grande joie, de grâce. Et c'est pas à temps plein parce que c'est un entraînement, tout ça. C'est un entraînement, puis faut pas penser, la pensée magique, ça fonctionne pas, là. Il y a pas de recette pour atteindre ça. Il y a un état de conscience qu'on doit renouveler à chaque instant. On doit choisir à chaque instant, finalement, d'être vigilant et de se rappeler que, ah oui, c'est vrai, moi j'ai choisi la maîtrise, donc je me rappelle à chaque fois qu'il y a un jugement, par exemple, qui monte en moi, parce qu'écoute, c'est sûr qu'il y a des réflexes, là, hein? Les réflexes de la journaliste d'enquête, là, ça remonte une fois de temps en temps. Ben maintenant, je me prends en flagrant délit, puis je pars à rire, puis je me dis, ah oui, non, ça, c'est encore là. Alors ça, c'est le personnage, c'est l'ego, et il sera toujours là. Je te dirais que le défi qui guette le maître jusqu'à son dernier souffle sur son lit de mort, c'est l'orgueil. L'orgueil, puis l'orgueil spirituel est probablement le pire de tous les orgueils, si on veut mettre ça dans une échelle de valeur. Alors, on est constamment obligé, je crois, sur un chemin de conscience, de se remettre en question à temps plein, puis de se rappeler pourquoi on fait ça, puis de se ramener dans notre alignement de cœur. Dire, ah oui, c'est vrai. Hein, moi, j'ai choisi la joie, j'ai choisi le bonheur, j'ai choisi la paix, j'ai choisi l'amour. Rappelle-toi-en en France, là. Mhm. Et alors, on a parlé de passion, on a parlé de joie, on a parlé d'émerveillement, on a aussi parlé de critique, de croyance. La souffrance que l'on ressent, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle signifie finalement? Ouais. Je vais me répéter, la souffrance pour moi, ce n'est que de la résistance. Et j'ai expérimenté cette souffrance-là 1000 fois plutôt qu'une dans ma vie, à chaque fois que j'ai résisté à laisser tomber des couches de mon personnage. Alors, quand on résiste à laisser aller des couches de notre personnage, quand on veut constamment avoir raison, se justifier, mettre la faute sur l'autre, se positionner en victime, se voir de l'injustice dans notre vie et qu'on ne prend pas notre pleine responsabilité de créateur, ben forcément on est souffrant. Que ce soit dans la maladie, dans l'épreuve, dans le deuil, dans une perte d'emploi, dans un échec amoureux, quand on appelle ça un échec amoureux alors qu'il n'y a qu'expérience, il n'y a pas d'échec dans la vie, ben chaque fois qu'on tombe dans notre personnage qui se voit en victime de la situation ou de la vie, forcément on est souffrant parce que, on n'a pas pris notre responsabilité de créateur et deuxièmement, on résiste à laisser aller cette couche de personnage-là qui par ailleurs, a eu son utilité à une certaine époque de notre vie. L'ego, ce n'est qu'une succession, je dirais, de couches de personnages qu'on s'est créé à chaque fois qu'on a été blessé. Puis c'est comme une couche de protection. Et on arrive à un moment donné à l'âge adulte et cette couche de protection-là devient comme une cape de plomb qui nous alourdit et qui nous empêche d'ouvrir nos ailes puis de se déployer. Alors, tant et aussi longtemps qu'on porte notre cape de plomb, on n'est pas du tout dans la légèreté de notre être réel. Et ça nous blesse. La cape de plomb est pesante, elle nous blesse. Alors la souffrance est égale à la résistance de laisser aller, couche par couche, cette cape-là ou ces masques-là, si vous voulez les voir comme des masques. Et dès qu'on laisse aller de façon consciente, et encore là on revient à la conscience, de façon consciente les couches du personnage, on arrête de souffrir. Merci. Pour terminer, quel message aurais-tu envie de partager avec les auditeurs? Je m'en viens en Europe? Oui. C'est mon premier message. D'accord. Ça fait longtemps que je suis pas allée. La dernière fois que je suis allée en Europe, c'était avant la naissance de mes enfants. Depuis ce temps-là, je me suis consacrée à mes enfants qui sont rendus maintenant presque adultes tous les deux. Alors enfin, je peux moi-même reprendre ma liberté. Mais non, le message que j'aimerais dire, c'est une question de choix. On a toujours le choix. Même face à la mort, on a le choix. Et face à la mort, le choix qu'on a n'est pas du quand, mais du comment. C'est-à-dire,
Je l'ai vécu beaucoup en accompagnant ma grande amie qui s'est guérie d'un cancer qui devait être incurable par ailleurs. Je l'ai vue appliquer ça dans sa vie et si elle ne sait pas quand elle va partir et même si pour l'instant, selon la médecine traditionnelle, elle est guérie, eh ben, elle a eu le choix tout le temps du comment elle allait partir si elle devait partir et comment elle partira quand elle partira, c'est-à-dire sans souffrance, dans une joie profonde. Ça veut pas dire que c'était facile tout le temps, là. Ça veut pas dire qu'il y avait pas de douleur physique. Il y a eu des douleurs physiques, mais je ne l'ai jamais vue souffrir. Alors, le message que j'ai, c'est qu'on a toujours le choix. C'est une question de regard, une question de conscience, une question de se rappeler de vigilance, de se rappeler constamment qu'on a le choix. Merci beaucoup, France. J'invite les auditeurs à visiter, surfer sur ton site www.francegauthier.ca, Gauthier Gauthier. Je les invite aussi à découvrir tous tes livres et tu nous communiqueras la date de sortie de la nouvelle réédition de tes 2 derniers bouquins. D'ici là, tout plein de bonnes choses. Mais merci à toi aussi et à tout le monde qui nous écoute. Et on se voit au mois d'avril. Au mois d'avril. À tout bientôt. Merci Merci tout le beaucoup, Saïda. monde.